Tu n'as rien à faire ici, mon gars. Dégage avant que je t'arrête. Les mots cinglants de l'inspecteur Luc Moreau résonnèrent comme un coup de tonnerre dans la rue animée du 11e arrondissement de Paris, une artère bordée de cafés bruyants et de boutiques aux vitrines colorées. L'agent, le visage crispé par une méfiance mal dissimulée, pointa un doigt accusateur vers Antoine Dubois, un homme de 28 ans au port altier, vêtu de son uniforme impeccable de la marine française. La veste bleu marine, ornée des insignes de son régiment, semblait scintiller sous le soleil pâle de l'après-midi. « J'attends quelqu'un, monsieur. »« Je viens de passer un entretien d'embauche, » répondit Antoine, sa voix calme mais ferme, tandis qu'il ajustait respectueusement sa casquette. Ses yeux sombres, marqués par les épreuves des champs de bataille, restaient se fixer sur l'agent, cherchant à désamorcer la tension. « Un entretien ? Dans ce quartier ?» ricana Moreau, son regard scrutant Antoine de haut en bas, comme s'il cherchait une faille dans cet homme qui se tenait droit comme un chêne. « Arrête de me mentir, mon gars. Tu crois que je vais avaler ça ? » Les passants, attirés par l'altercation, s'arrêtèrent net, formant un cercle curieux autour de la scène. Une femme chuchota à son ami, « Regarde, il joue aux soldats. » Un homme, un café à la main, secoua la tête avec dédain. Ce que Moreau ignorait, ce que cette foule ignorante ne pouvait deviner, c'est qu'Antoine Dubois n'était pas un imposteur. Il avait sauvé 15 vies lors de missions périlleuses au Mali, recevant 2 croix de guerre pour son héroïsme sous le feu ennemi. En cet instant, pourtant, il n'était qu'un suspect, jugé non pas pour ses actes, mais pour la couleur de sa peau et l'uniforme qu'il portait avec fierté. Cette injustice, née dans les rues de Paris, allait déclencher une tempête qui bouleverserait la ville. Avant de plonger dans cette histoire d'honneur bafoué et de rédemption, laissez un commentaire et partagez d'où vous nous lisez. Bonne lecture. Antoine Dubois sortit du siège de sécurité Étoile, une entreprise de gardiennage nichée dans un immeuble moderne de l'avenue Parmentier. L'entretien s'était déroulé comme dans un rêve. 3 ans de service actif dans les marines, 2 déploiements au Mali, un dossier militaire sans la moindre tâche. Tout cela avait impressionné Madame Claire Beaumont, la recruteuse, une femme élégante d'une 40aine d'années au sourire professionnel. « Nous vous donnerons une réponse vendredi, sergent Dubois, » avait-elle déclaré en lui serrant la main avec une poigne ferme. « Votre expérience est exactement ce que nous recherchons pour notre équipe. Un homme comme vous, avec votre discipline et votre courage, est une perle rare. » Antoine, un sourire discret aux lèvres, avait hoché la tête, sentant une lueur d'espoir illuminer son avenir. À 28 ans, il était prêt à tourner la page de sa vie militaire pour embrasser une carrière civile. Avec un salaire de départ de 60 000 €, lui et sa femme, Claire, pourraient enfin concrétiser leur rêve, acheter un appartement à Montreuil, dans un quartier tranquille où ils pourraient construire une famille. Il marcha lentement dans la rue, son porte-documents en cuir serré contre lui, contenant ses papiers de démobilisation, des lettres de recommandation de ses supérieurs, et son formulaire militaire, soigneusement rangé comme un trésor. Le quartier, jadis un refuge d'enfance, avait changé. Les façades des immeubles étaient marquées par des graffitis, les trottoirs fissurés portaient les stigmates du temps, et une odeur de pain frais se mêlait à celle de l'asphalte humide. Pourtant, c'était chez lui, le lieu où il avait grandi, courant dans les ruelles avec ses amis, riant sous les platanes. Une sirène retentit au loin, suivie d'une autre. Antoine leva brièvement les yeux, habitué à ce vacarme urbain, puis replongea dans son téléphone pour appeler un Uber. « Le chauffeur est à 3 minutes, » murmura-t-il en consultant l'application, un sourire au coin des lèvres à l'idée de raconter son entretien à Claire. À 2 rues de là, dans une voiture banalisée, l'inspecteur Luc Moreau, un homme trapu aux cheveux grisonnants, reçut un appel radio. Vol à main armée sur l'avenue Parmentier. Suspect, homme noir, entre 20 et 30 ans, portant un uniforme ou des vêtements de travail, vu pour la dernière fois marchant vers le nord. Moreau échangea un regard avec son partenaire, l'inspecteur Paul Garnier, un jeune agent aux manières brusques. « Là-bas ? À ce qu'il y a, s'exclama Garnier, pointant du doigt Antoine, qui marchait seul, son uniforme le distinguant dans la foule. Antoine, absorbé par un message de Claire, n'entendit pas tout de suite les portières claquer derrière lui.
Des pas lourds se rapprochèrent, rapides, déterminés. « Arrêtez-vous » cria une voix autoritaire. Antoine se retourna, surpris, et vit 2 hommes en civil s'avancer vers lui, l'air menaçant. Son entraînement militaire prit immédiatement le dessus, rester calme, obéir, s'identifier clairement. « Bonjour, messieurs. Y a-t-il un problème » demanda-t-il, sa voix posée malgré l'adrénaline qui montait. « D'où viens-tu » aboya Moreau, la main posée sur son holster, prêt à dégainer. « Je viens de Sécurité Étoile, pour un entretien d'embauche. Je peux vous montrer mes papiers. » Tourne-toi, main contre le mur, maintenant. Ordonna Garnier, son ton ne laissant place à aucune discussion. Le cœur d'Antoine battait à tout rompre, mais il obéit, les mains levées, les paumes contre la brique rugueuse d'un immeuble. Il savait que résister ne ferait qu'empirer les choses. « Je suis un ancien marine, messieurs. Ma carte d'identité militaire est dans mon portefeuille. » Garnier éclata d'un rire sarcastique. « Bien sûr, mon pote. Et moi, je suis le général de Gaulle. » Les menottes en acier froid se refermèrent sur ses poignets, mordant sa peau. Une foule de curieux se forma, certains murmurant, d'autres filmant avec leur téléphone. Madame Lefebvre, une boulangère d'une 60aine d'années, observait depuis sa boutique, le pain d'antan, son téléphone enregistrant discrètement la scène. Elle connaissait Antoine depuis qu'il était petit, quand il venait acheter des croissants avec sa mère, toujours poli, toujours souriant. « Ce n'est pas possible, murmura-t-elle, le cœur serré, en voyant cet homme qu'elle considérait presque comme un fils être traité comme un criminel. » Moreau poussa Antoine contre le mur avec une force inutile, son visage raclant la surface rugueuse. Garnier fouilla brutalement ses poches, sortant sa carte militaire et ses papiers de démobilisation. « Des faux papiers, maintenant ? Tu deviens créatif, lança-t-il, jetant un regard méprisant à Antoine. « Ce sont des documents authentiques, répondit Antoine, sa voix tremblant légèrement mais restant respectueuse. J'ai servi 3 ans dans les marines. Je viens de quitter l'armée le mois dernier. Vous pouvez vérifier auprès du corps des marines. » Moreau saisit les papiers, les parcourant à peine. « Ici Massitse, n'importe qui peut imprimer ça chez soi. Tu nous prends pour des idiots ?» La foule grossissait, les murmures devenant plus audibles. Il était à un entretien. Lança un passant. « Laissez-le tranquille. » cria une jeune femme, son téléphone braqué sur la scène. Mais les agents ignorèrent les protestations. « On sait ce que tu faisais il y a 20 minutes, aboya Garnier. Garde tes mensonges pour le juge. » Antoine sentit la colère monter en lui, une chaleur familière qu'il avait appris à maîtriser au Mali, sous les tirs ennemis. Les paroles de son instructeur résonnèrent dans son esprit, « Contrôle tes émotions, sinon elles te contrôleront. » Ovasaka, mère. J'étais à un entretien chez Sécurité Étoile, sur l'avenue Parmentier, répéta-t-il, la voix ferme. Madame Beaumont peut le confirmer. Moreau ricana. Bien sûr. Et qu'est-ce que tu faisais vraiment ? Voler une vieille dame ? Les menottes serraient que ses poignets, son uniforme de cérémonie se salissait contre le mur. 3 heures plus tôt, il serrait la main d'une recruteuse pleine d'espoir. Maintenant, il était traité comme un vulgaire délinquant. Les agents l'entraînèrent vers leur voiture banalisée. « Allons-y, héros » lança Moreau avec ironie. Antoine marcha la tête à haute, conservant sa dignité malgré les regards des passants. Il avait survécu à des embuscades, à des explosions, à la peur constante de la mort. Il pouvait survivre à cela. Mais au fond de lui, une question le hantait, son passé de héros, ses médailles, son honneur, aurait-il la moindre importance une fois les portes de la cellule refermées ? Au poste de police, Antoine fut traité comme un criminel ordinaire.
On prit ses empreintes digitales, on le photographia, et ses effets personnels furent placés dans un sac en plastique. Le sergent Henri Martin, un homme d'une cinquantaine d'années aux cheveux gris et aux yeux fatigués, examina sa carte militaire. « Marine, hein » dit-il à voix basse. « Mon frère a servi en Algérie. Ces papiers ont l'air authentiques. » La qualité du papier, les sceaux officiels. Moreau s'approcha, arrachant les documents des mains de Martin. Des faux, sergent. Probablement achetés sur Internet. Antoine Tess, vêtu d'une combinaison orange qui contrastait cruellement avec son uniforme d'apparat, se tenait droit. « Je peux vous donner les coordonnées de mon commandant, le général Pierre Laurent. Il confirmera tout. » Garde ça pour ton avocat, coupa Garnier. Si tu peux t'en payer un. Dans sa cellule, Antoine s'assit sur un banc métallique, ferma les yeux et repensa à ses missions au Mali. Les bombes au bord des routes, les tirs de sniper, les camarades tombés. Il avait gardé son sang-froid sous le feu ennemi. Il pouvait gérer cette épreuve. Il appela Claire depuis le téléphone du poste. « Chérie, j'ai été arrêté. C'est une erreur. Il pense que j'ai volé quelqu'un. » Quoi ? S'écria Claire, sa voix tremblante. Infirmière à l'hôpital Saint-Antoine, elle était en plein service. Tu étais à ton entretien. Je sais. Peux-tu appeler Julien ? Il faut un avocat. J'ai besoin d'aide. Antoine raccrocha, le cœur lourd, et retourna s'asseoir. Les autres détenus, bruyants et agressifs, le dévisageaient, mais il les ignora. Son instructeur lui avait appris que les soldats les plus forts étaient ceux qui restaient calmes dans le chaos. Claire quitta l'hôpital immédiatement, ses mains tremblant alors qu'elle se rendait au commissariat. Antoine n'avait jamais eu ne serait-ce qu'une amende pour excès de vitesse. Elle apporta son dossier militaire. Ses médailles, ses lettres de recommandation, ses rapports de mission. Ce sont des originaux, insista-t-elle face au sergent Martin, qui semblait compatissant mais impuissant. Appelez les marines. Vérifiez. Moreau, appelé à l'accueil, balaya ses arguments. De nos jours, on peut tout falsifier, madame. Votre mari est dans de sales draps. Claire, au bord des larmes, contacta Julien, un ami d'enfance d'Antoine, journaliste et au Figaro. Ils ont arrêté Antoine pour un vol qu'il n'a pas commis, expliqua-t-elle, la voix brisée. Julien, un homme énergique de 30 ans, promit d'agir. Je vais enquêter. On va le sortir de là. Il contacta Philippe, un ancien camarade d'Antoine dans les marines. Philippe, désormais employé de banque, lâcha une information troublante. Un type, Marcel Gauthier, un ancien mercenaire, traîne dans ce quartier. Antoine l'a dénoncé pour trafic d'armes au Mali. Il a des raisons de lui en vouloir. Ça pourrait être lui, le vrai coupable. Désespérée mais déterminée, Claire chercha un allié plus puissant. Elle retrouva le numéro du général Pierre Laurent, dont Antoine parlait avec admiration. Lors d'une mission à Gao, Antoine avait sauvé Laurent d'un véhicule en flammes sous les tirs ennemis. « Madame Dubois » répondit Laurent, sa voix grave résonnant à travers le téléphone. « Massa, je me souviens d'Antoine. Il m'a sauvé la vie. Dites-moi tout. » Claire raconta l'arrestation, les accusations absurdes, l'indifférence des agents. Laurent écouta en silence, puis déclara. « Dites, Antoine de tenir bon. Je prends le premier vol pour Paris. Personne ne traite mes marines comme des criminels. » À des kilomètres de là, dans l'obscurité d'une cellule, Antoine ignorait que la machine de la justice commençait à se mettre en branle, portée par l'amour d'une femme, la ténacité d'un ami, et la loyauté d'un général. Mais pour l'instant, il n'y avait que le froid du métal sous ses doigts, et l'écho des accusations injustes dans son esprit.
Le général Pierre Laurent atterrit à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle sous un ciel gris, où des nuages lourds semblaient refléter l'injustice qui pesait sur l'un de ses meilleurs marines. À 55 ans, vêtu de son uniforme d'apparat, les 3 étoiles argentées scintillant sur ses épaules, il était une figure imposante, surnommé « l'aigle de fer » dans les cercles militaires pour son intégrité inébranlable et son dévouement à ses hommes. Accompagné de la major Sophie Durand, sa conseillère juridique, une femme méthodique aux lunettes cerclées d'acier, et du capitaine Marc Lefebvre, son aide de camp, un jeune officier au regard vif, Laurent traversa le terminal avec la détermination d'un homme prêt à renverser des montagnes. Il n'était pas venu à Paris pour une simple visite. Il était là pour sauver Antoine Dubois, un héros décoré injustement emprisonné, accusé d'un vol à main armée qu'il n'avait pas commis. Dans une ville où l'honneur et la justice étaient des valeurs chères à la culture française, l'arrestation d'Antoine, basée sur des préjugés raciaux et un manque flagrant de diligence, était une insulte que Laurent ne pouvait tolérer. Il se rendit directement à l'hôtel Georges Painte, un établissement élégant du 8e arrondissement, où Claire Dubois, l'épouse d'Antoine, et Julien Martin, leur ami journaliste, l'attendaient dans un salon feutré. Claire, une infirmière de 27 ans au visage marqué par l'angoisse, serrait un dossier contre sa poitrine, tandis que Julien, un homme énergique aux cheveux en bataille, tapait frénétiquement sur son ordinateur portable. « Général Laurent, merci d'être venu, » dit Claire, sa voix tremblante mais empreinte de gratitude. Laurent posa une main rassurante sur son épaule. « Madame Dubois, Antoine m'a sauvé la vie à Gao. Aucun de mes marines ne sera abandonné sous ma garde. Montrez-moi tout ce que vous avez. » Ainsi commença une bataille pour la vérité, dans l'ombre des institutions parisiennes, où la loyauté, l'honneur et la persévérance allaient défier l'injustice. Claire déplia le dossier militaire d'Antoine sur la table en acajou du salon. Les documents, soigneusement organisés, racontaient l'histoire d'un homme exceptionnel, 3 ans de service dans les marines, 2 déploiements au Mali, 15 vies sauvées lors d'opérations sous le feu ennemi, et 2 croix de guerre décernées pour son courage. Une photo, jaunie par le temps, montrait Antoine, en tenue de combat, portant un général blessé hors d'un véhicule en flammes, sous un ciel ocre de poussière. « C'était vous, n'est-ce que pas ?» demanda Claire, les yeux humides. Laurent hocha la tête, sa mâchoire serrée. « Oui. À Gao, un engin explosif a frappé notre convoi. J'étais inconscient, asphyxié par la fumée. Antoine m'a traîné sur 200 mètres sous les tirs des snipers. Sans lui, je ne serais pas ici. » Julien fit défiler une vidéo sur son ordinateur portable, capturée par Madame Lefebvre, une boulangère du quartier. L'image montrait Antoine passant devant sa boutique, le pain d'antan, à 14h47, 5 minutes avant le vol signalé à 3 rue de la, sur l'avenue Parmentier. « Voici la preuve qu'il n'était pas sur les lieux du crime, » expliqua Julien, son ton vibrant d'indignation. Il présenta ensuite un email de Madame Beaumont, la recruteuse de Sécurité Étoile, confirmant qu'Antoine était en entretien de 14h30 à 15h15. Impossible qu'il ait été aux 2 endroits en même temps, ajouta-t-il. Laurent examina les documents, son regard acéré passant d'une page à l'autre. Ce sont des originaux, authentifiés par le ministère de la Défense. Pourquoi la police n'a-t-elle pas vérifié cela? Claire secoua la tête. Ils disent que tout peut être falsifié. Ils refusent d'écouter. Ça? Julien. Armos de là, général? Rugit Laurent, sa voix tonnant comme s'il s'adressait à ses troupes. Ce n'est pas une question de race, mais d'incompétence. Ils ont vu un homme noir en uniforme et ont décidé qu'il était coupable. Il se tourna vers Claire. Madame Dubois, Antoine est innocent. Nous allons le prouver, et ceux qui l'ont accusé répondront de leurs actes. Claire, les larmes aux yeux, hocha la tête. Merci, général. Je ne sais pas ce que nous aurions fait sans vous. Laurent se tourna vers Sophie Durand. Major, préparez le dossier militaire complet d'Antoine. Chaque rapport, chaque citation, chaque photo.
Je veux que la vérité éclate comme une grenade. Il consulta sa montre. Demain matin, je vais au commissariat. Vendredi, je serai au tribunal. Paris saura qui est Antoine Dubois. Dans sa cellule, Antoine s'assit sur le banc métallique, le regard perdu dans le vide. Les murs gris et froids semblaient absorber la lumière, mais son esprit, forgé par la discipline militaire, restait ancré. Il repensa aux nuits sans sommeil au Mali, aux explosions qui faisaient trembler le sol, aux camarades qu'il avait portés sur ses épaules pour les mettre à l'abri. Contrôle tes émotions. Se répétait-il, les mots de son instructeur résonnant comme un mantra. Les autres détenus, bruyants et provocateurs, lancèrent des insultes, mais il les ignora, son esprit concentré sur un seul objectif, protéger sa dignité. Il savait que Claire se battait pour lui, que Julien creusait la vérité comme un limier. Mais il ignorait que le général Laurent, l'homme qu'il avait sauvé sous le feu ennemi, traversait la France pour venir à son secours. Cette pensée, même diffuse, lui donnait la force de tenir. Dehors, une tempête se préparait. Julien, armé de son carnet et de son appareil photo, passait ses journées à enquêter. Étudiant en journalisme et au Figaro, il savait comment déterrer la vérité. Il établit une chronologie précise, le vol avait eu lieu à 14h52 sur l'avenue Parmentier, l'entretien d'Antoine à Sécurité Étoile, à 3 rue de la, durée de 14h30 à 15h15. Il ne pouvait pas être au mauvais endroit, murmura Julien, frustré par l'entêtement des autorités. Il se rendit chez Madame Lefebvre, qui lui montra la vidéo de sa caméra de sécurité. « Je connais Antoine depuis qu'il est petit, dit-elle, ses yeux brillants de colère. C'est un bon garçon. Il achetait des croissants chez moi avec sa mère. Ce qu'ils lui font est une honte. » La vidéo montrait clairement Antoine passant devant la boulangerie à 14h47, marchant dans la direction opposée au lieu du crime. Julien contacta également Philippe, l'ancien camarade d'Antoine, qui confirma ses soupçons sur Marcel Gauthier. « Ce type est un mercenaire radié, expliqua Philippe, attablé dans un café près de la Bastille. Antoine l'a dénoncé pour trafic d'armes au Mali. Gauthier a des contacts dans le milieu criminel parisien. Il pourrait vouloir se venger. » Julien nota tout, son stylo grattant le papier avec frénésie. Il découvrit, grâce à une source anonyme, un enregistrement troublant. Une conversation entre Garnier et un informateur, suggérant que Gauthier était protégé par la police pour couvrir un réseau de drogue. Ils avaient ses besoins d'un bouc émissaire. Dit Julien à Claire, ses yeux brûlants de détermination. Antoine était juste au mauvais endroit au mauvais moment. Claire, pendant ce temps, trouva une alliée inattendue, Sophie, une avocate de 29 ans qu'elle rencontra à l'hôpital Saint-Antoine. Sophie, dont le père, un ancien légionnaire, avait été victime de discrimination à son retour d'Indochine, s'engagea immédiatement. « Je ne laisserai pas un autre soldat être brisé par le système, déclara-t-elle, son regard résolu. Elle rejoignit l'équipe, préparant un dossier juridique en parallèle des efforts de Julien. Ensemble, ils rassemblèrent un arsenal de preuves. La vidéo de Madame Lefebvre, l'email de Madame Beaumont, des déclarations de 5 témoins connaissant Antoine personnellement, et des copies authentifiées de son dossier militaire, téléchargées depuis les bases de données officielles. Sophie, méthodique, organisa chaque pièce comme un puzzle, prête à démonter les accusations au tribunal. Le soir, une lueur d'espoir émergea dans les rues de Paris. Claire organisa une veillée devant le commissariat, dans la lumière douce des réverbères. Des vétérans locaux, menés par Charles Dupont, un ancien combattant de la guerre d'Algérie aux cheveux blancs, se rassemblèrent avec des pancartes « Libérez Antoine » et « Honneur aux héros ». Charles, la voix rauque mais puissante, s'adressa à la petite foule. « Antoine Dubois est un héros, pas un criminel. C'est ainsi qu'on traite ceux qui ont servi la France. C'est une honte. » Les caméras de France 2 capturèrent la scène, et l'histoire d'Antoine commença à se répandre comme une traînée de poudre. Julien, sentant la pression monter, envoya un premier article au Figaro, intitulé « Un héros trahi par la justice ». Publié en ligne, il attira l'attention des réseaux sociaux, où le hashtag #justice pour Antoine commença à circuler.
Les Parisiens, sensibles à l'honneur et à l'injustice, partageaient en l'histoire, indignés par le traitement réservé à un ancien marine. Au commissariat, l'arrivée de Laurent fut un séisme. Il entra, son uniforme scintillant sous les néons, ses 3 étoiles imposant le silence. Les agents, impressionnés, se redressèrent instinctivement. Certains, reconnaissant son grade, se mirent au garde à vous par respect. « Je veux voir votre commandant » tonna Laurent, sa voix résonnant comme un ordre sur un champ de bataille. Le capitaine Étienne Dubois, un homme nerveux d'une 40aine d'années, sortit de son bureau, visiblement intimidé. « Général Laurent, comment puis-je vous aider » demanda-t-il, tentant de masquer son malaise. « Vous détenez un de mes marines, Antoine Dubois » répondit Laurent, son regard perçant. « Je suis ici pour exiger sa libération immédiate. » Étienne bafouilla. « Général, avec tout le respect, nous ne pouvons pas libérer quelqu'un sans procédure. » Laurent l'interrompit, sa voix tranchante comme une lame. « Capitaine, soyez clair. Antoine Dubois a servi sous mon commandement direct pendant 3 ans. Il a sauvé des vies, y compris la mienne. Vos inspecteurs l'ont arrêté sur la base d'un profilage racial et sans aucune preuve. Appelez-les. Maintenant. » Moreau et Garnier furent convoqués. Face à Laurent, ils tentèrent de garder leur assurance. « Sopko. Nous avons suivi la procédure. » balbutia Moreau. Le suspect correspondait à la description. « Le suspect » rugit Laurent, son autorité en plissant la pièce. « Vous parlez d'un héros décoré, menotté comme un vulgaire criminel ?» Il ouvrit sa mallette, en sortit des dossiers officiels du ministère de la Défense, et les étala sur le bureau. Voici le dossier militaire d'Antoine Dubois. Des rapports de mission. Des citations pour bravoure. Des photos de lui au combat. Tout cela signé de ma main un sorcier du général. Les 2 inspecteurs se regardèrent, mal à l'aise. « Vous n'avez pas vérifié son alibi, » dit Laurent d'un ton glacial. « Vous n'avez pas appelé son commandant. Vous avez vu un homme noir en uniforme et vous avez assumé qu'il était coupable. » Le silence s'abattit. Étienne parcourut les documents, le visage pâle. « Ce sont des originaux, capitaine. » Laurent se tourna vers Claire et Julien, restés en retrait. « Demain, au tribunal, nous prouverons son innocence. Préparez-vous. » La salle était silencieuse, mais l'atmosphère vibrait d'une tension croissante. Antoine, dans sa cellule, ignorait tout de ce drame, mais son cœur restait fort, porté par la foi en ceux qui se battaient pour lui. Le tribunal de Paris, niché dans l'imposant palais de justice de l'île de la Cité, était une fourmilière ce matin-là, ses couloirs de pierre et résonnant des murmures excités d'une foule inhabituelle. Journalistes de France Télévisions, de BFM TV et du Monde, vétérans en uniforme brandissant des pancartes, militants des droits humains aux regards ardents, et citoyens curieux s'entassaient dans la salle d'audience, attirés par une rumeur qui s'était répandue comme une traînée de poudre: un général 3 étoiles, une légende de l'armée française, allait défendre un marine accusé à tort. Lorsque Antoine Dubois rentra, les menottes remplacées par son uniforme bleu de la marine, impeccablement repassé, un silence respectueux envahit la salle. À 28 ans, il n'avait plus l'air d'un prisonnier, mais d'un héros, ses médailles scintillant sous les lustres. Les murmures reprirent, mêlés de flashs d'appareils photo. Puis, les lourdes portes de chêne s'ouvrirent à nouveau, et le général Pierre Laurent apparut, sa silhouette imposante encadrée par la major Sophie Durand et le capitaine Marc Lefebvre, tous 2 en tenue d'apparat. Laurent, surnommé « l'aigle de fer », marcha d'un pas ferme vers Antoine et, devant une salle médusée, leva la main dans un salut militaire parfait. « Sergent Antoine Dubois », déclara-t-il d'une voix qui résonna comme un clairon, « l'un des meilleurs marines que j'ai eu l'honneur de commander. » Antoine, droit comme un i, rendit le salut, ses yeux brillants d'émotion contenue. La juge Marie-Claire Dubois, une femme d'une 50aine d'années à l'allure sévère mais réputée pour son impartialité, frappa son marteau. Silence dans la salle.
ordonna-t-elle, son regard passant de Laurent à Antoine. Ce n'était plus une simple affaire criminelle, c'était une question d'honneur, de justice, et de la manière dont la France traite ses héros. Dans cette salle, où les valeurs républicaines de liberté et d'égalité étaient gravées dans chaque pierre, la vérité allait enfin éclater, portée par la détermination d'un général, la ténacité d'une épouse, et le courage d'un homme injustement accusé. La juge Dubois, les lunettes posées sur le bout de son nez, examina les documents posés devant elle. Le procureur, Jacques Lefebvre, un homme mince au costume gris, semblait nerveux, triturant ses notes. « Votre honneur » commença-t-il, sa voix légèrement tremblante, « malgré le service militaire de l'accusé, nous avons des preuves le plaçant près de la scène du crime. Un témoin l'a identifié, et il portait un uniforme correspondant à la description. » Laurent, assise au premier rang, se leva, sa présence imposant un silence immédiat. « Avec votre permission, votre honneur, dit-il, sa voix grave emplissant la salle, j'aimerais présenter des preuves montrant qui est vraiment Antoine Dubois. » La juge hocha la tête. « Allez-y, général. » Laurent ouvrit sa mallette, en sortit une pile de dossiers officiels du ministère de la Défense, et les tendit à l'huissier. « Votre honneur, Antoine Dubois n'a pas seulement servi dans l'armée. Il a sauvé des vies. » Il brandit une photo, projetée sur l'écran de la salle par la major Durand. On y voyait Antoine, en tenue de combat, extirpant des civils afghans blessés d'un bâtiment bombardé à Gao. Voici le sergent Dubois en 2021, risquant sa vie pour sauver des innocents qu'il n'avait jamais rencontrés, déclara Laurent. Une autre photo apparut. Antoine, couvert de suie, portant d'un officier blessé hors d'un véhicule en flammes. Et voici Antoine me sauvant la vie après l'explosion d'un engin improvisé. J'étais inconscient, asphyxié par la fumée. Il m'a traîné sur 200 mètres sous les tirs ennemis. 5 minutes de plus, et j'étais mort. Un murmure parcourut la salle, les journalistes griffonnant frénétiquement. Laurent poursuivit, sa voix gagnant en force. Antoine Dubois a reçu 2 croix de guerre pour son courage. Il a effectué 3 missions sans jamais faillir. Et pourtant, vos inspecteurs l'ont arrêté sans vérifier son alibi, sans consulter ses supérieurs, sur la seule base de la couleur de sa peau. La major Durand activa le projecteur, affichant le dossier militaire complet d'Antoine, rapport de mission signé par ses supérieurs, citation pour bravoure, médailles approuvées par le ministère. Chaque page, chaque ligne, racontait l'histoire d'un homme d'honneur. Laurent se tourna vers les inspecteurs Luc Moreau et Paul Garnier, assis au fond de la salle, visiblement mal à l'aise. Ces hommes, dit-il, pointant un doigt accusateur, ont qualifié ces états de service de faux. Ils n'ont pas appelé Sécurité Étoile pour confirmer son entretien. Ils n'ont pas vérifié la vidéo de surveillance prouvant qu'Antoine était ailleurs au moment du crime. Ils ont vu un homme noir en uniforme et ont décidé qu'il était coupable. La salle était silencieuse, suspendue à ces paroles. Sophie, l'avocate d'Antoine, se leva à son tour, son dossier soigneusement préparé à la main. « Votre honneur, dit-elle, sa voix claire et assurée, nous avons des preuves irréfutables. Une vidéo de Madame Lefebvre, propriétaire de la boulangerie. Le pain d'antan montre Antoine passant devant son magasin à 14h47, 5 minutes avant le vol, à 3 rue de là. L'écran diffusa la vidéo, nette et indiscutable, montrant Antoine marchant calmement, son porte-documents à la main. De plus, poursuivit Sophie, Madame Beaumont, de Sécurité Étoile, a signé une lettre confirmant qu'Antoine était en entretien de 14h30 à 15h15, avec des registres d'entrée et de sortie à l'appui. Elle tendit la lettre à l'huissier, qui la transmit à la juge. Julien, depuis la tribune, observait la scène avec une satisfaction contenue. Pendant l'audience, il avait envoyé son article au Figaro, intitulé « Un héros trahi par la police parisienne ». Publié en ligne en temps réel, l'article détaillait comment Marcel Gauthier, un ancien mercenaire radié, était le véritable coupable, protégé par la police pour couvrir un réseau de drogue. Julien avait obtenu un enregistrement audio, fourni par une source anonyme,
où Garnier discutait de la nécessité de protéger Gauthier pour ne pas compromettre l'enquête. L'article, partagé massivement sur les réseaux sociaux, déclencha une tempête. Le hashtag #justice pour Antoine devint viral, les Parisiens exprimant leur indignation face à une injustice aussi criante. Dans la salle, Claire, assise à côté de Julien, serrait sa main, des larmes de soulagement perlant à ses yeux. Elle avait passé des nuits blanches à appeler les camarades d'Antoine, à rassembler des déclarations, à supplier qu'on écoute la vérité. Maintenant, avec Laurent, Sophie et Julien à ses côtés, elle sentait enfin l'espoir renaître. La juge Dubois, après avoir examiné les preuves, fixa le procureur Lefebvre. « Monsieur le procureur, avez-vous des preuves matérielles liant l'accusé à ce crime ? Pas d'empreinte, pas d'ADN, pas d'objet de volé ?» Lefebvre, le visage blême, bafouilla. « L'enquête est en cours, votre honneur. » « En cours ?» coupa la juge, son ton sec. « Vous avez arrêté un homme sans vérifier son alibi, sans preuve concrète, sur la base d'une description vague et d'un prétendu témoignage. » Elle se tourna vers Antoine, qui se tenait droit, les yeux fixés sur elle. « Comment ? Sergent Dubois, souhaitez-vous faire une déclaration ? » Antoine se leva, sa voix calme mais empreinte de dignité. « Votre honneur, je suis un ancien marine. J'ai servi mon pays avec honneur. Au moment du vol, j'étais en entretien d'embauche. Mes documents militaires sont authentiques, et le général Laurent peut en témoigner. » La juge hocha la tête, visiblement touchée par sa retenue. Lefebvre, acculé, se leva. À la lumière des nouvelles preuves, l'État demande l'abandon de toutes les charges contre le sergent Dubois. La salle explosa en applaudissements, des cris de joie résonnant contre les murs de pierre. La juge frappa son marteau. Motion acceptée. Sergent Dubois, vous êtes libre. Antoine, immobile un instant, sentit une vague de soulagement l'envahir. Claire se précipita vers lui, l'enlaçant sous les flashs des appareils photo. À l'extérieur du palais de justice, sous un ciel parisien enfin dégagé, le général Laurent s'adressa à une foule de journalistes, Antoine à ses côtés, libre après 4 jours d'un cauchemar injuste. Antoine Dubois est un héros français, trahi par des préjugés raciaux et l'incompétence de la police, déclara Laurent, sa voix portée par les micros. Cette affaire n'est pas seulement celle d'un homme, mais une question de la manière dont nous traitons nos vétérans et de l'impact des préjugés dans nos institutions. Un journaliste de France 2 leva la main. « Qu'est-ce ? Général, que va-t-il se passer maintenant ? » Laurent fixa la caméra. « J'exige une enquête approfondie sur les pratiques du commissariat du 11e arrondissement. Ces inspecteurs ont arrêté un marine décoré sans vérifier les faits. C'est inacceptable. » La foule applaudit, des vétérans brandissant des pancartes en soutien à Antoine. Claire, tenant la main d'Antoine, murmura « On a gagné, mon amour. » Antoine, encore sous le choc, hocha la tête, son regard fixé sur l'horizon de la Seine. L'histoire d'Antoine fit les gros titres dans toute la France. Les chaînes d'information, de TF1 à LCI, reprirent de l'affaire, tandis que les réseaux sociaux s'enflammaient de messages de soutien. Justice pour Antoine resta en tête des tendances pendant des jours. Le chef de la police de Paris annonça une enquête interne, et les inspecteurs Moreau et Garnier furent suspendus sans salaire. Le capitaine Étienne Dubois, accablé par la pression publique, présenta sa démission, publiant une lettre d'excuses publiques à Antoine. « J'assume la responsabilité des erreurs commises sous mon commandement », écrivit-il. Laurent, fidèle à sa promesse, créa le fonds Antoine Dubois, destiné à fournir une aide juridique aux vétérans victimes de discrimination. Aucun soldat ayant servi la France ne devrait affronter l'injustice seul, déclara-t-il lors d'une conférence de presse. Antoine reçut des dizaines d'offres d'emploi de toute la France. Sécurité Étoile, non seulement honora son offre initiale, mais le promut superviseur avec un salaire de 75 000 € par an. Claire, inspirée par leur combat,
s'inscrivit à la faculté de droit de l'université Paris-Saint-Panthéon-Sorbonne, déterminée à défendre les droits des vétérans. « Je veux aider ceux qui n'ont pas un général 3 étoiles à appeler », dit-elle à un journaliste du Monde. Julien, grâce à son article explosif, reçut le prestigieux prix Albert Londres, récompensant son enquête sur les abus policiers. Son travail révéla que l'affaire d'Antoine n'était pas isolée, d'autres vétérans, souvent issus de minorités, avaient été arrêtés à tort à Paris ces dernières années. Antoine, désormais libre, prit la parole lors de la Convention nationale des vétérans à Lyon, devant 6000 personnes. Vêtu de son uniforme, il monta sur la scène sous une ovation debout. « J'ai servi la France au Mali », déclara-t-il, sa voix résonnant dans l'auditorium, mais mon vrai combat pour la justice s'est déroulé ici, à Paris. Nous ne pouvons laisser d'autres vétérans subir ce que j'ai enduré. Et c'est ? La foule l'acclama, des larmes coulant sur les joues de nombreux anciens combattants. Le fonds Antoine Dubois, grâce à des dons nationaux, leva 3 millions d'euros en quelques mois, offrant une aide juridique gratuite à 400 vétérans, avec un taux de succès de 93% dans les affaires de discrimination. Laurent, promu général 4 étoiles, collabora avec le ministère de la Défense pour instaurer le protocole Dubois, obligeant les forces de l'ordre à vérifier les dossiers militaires avant d'interroger un vétéran. Ce protocole fut adopté dans 35 départements français, marquant un tournant dans la protection des anciens combattants. Claire, désormais étudiante en droit, représenta sa première cliente, une femme marine à qui l'on avait refusé un logement en raison de son passé militaire. Julien, fort de son prix, obtint un poste permanent au Figaro, où il continua d'exposer les injustices systémiques. Antoine, nommé directeur des services aux vétérans chez Sécurité Étoile, gagna 85 000 € par an et supervisa une équipe aidant les anciens militaires à se réinsérer. Chaque week-end, il retournait dans son ancien quartier du 11e arrondissement, faisant du bénévolat au Centre Espoir des vétérans, où il inspirait les jeunes à persévérer. Lors d'une cérémonie à l'Élysée, Antoine reçut la médaille nationale du mérite, remise par le président. « Le sergent Dubois incarne l'honneur de la France », déclara ce dernier. Son courage au combat et sa dignité face à l'injustice sont un modèle pour nous tous. Antoine, dans son discours, rendit hommage à ses camarades. « Cette médaille n'est pas seulement pour moi, mais pour tous les vétérans qui se battent pour la justice. » L'histoire d'Antoine devint un symbole d'espoir. Le protocole Dubois fut intégré dans une loi nationale, la loi Dubois, adoptée par l'Assemblée nationale, imposant une surveillance accrue des interactions entre la police et les vétérans. Moreau et Garnier, reconnus coupables de violation des droits civils, furent condamnés à 3 ans de prison. Étienne Dubois, après sa démission, s'engagea comme bénévole dans un refuge pour vétérans, où il présenta des excuses personnelles à Antoine. Ce qui avait commencé comme le cauchemar d'un homme devint un mouvement pour la justice. Antoine, Claire, Julien et Laurent avaient prouvé que l'honneur, soutenu par la communauté, pouvait triompher de l'injustice, dans une France où les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité retrouvaient leur éclat. L'histoire d'Antoine Dubois, un héros trahi par l'injustice, résonne profondément dans le cœur de quiconque chérit les valeurs d'honneur, de justice et de fraternité si chères à la culture française. Cette saga, empreinte de courage et de résilience, met en lumière les failles d'un système parfois aveuglé par les préjugés, mais aussi la force de la solidarité et de la vérité. Antoine, un ancien marine décoré, incarne l'idéal républicain, un homme qui, malgré l'adversité, reste fidèle à sa dignité et à son devoir. Son calvaire, causé par une accusation infondée basée sur la couleur de sa peau, nous rappelle douloureusement que les stéréotypes peuvent ternir même les héros. Pourtant, c'est dans la réponse collective, l'amour indéfectible de Claire, l'acharnement journalistique de Julien, et l'autorité morale du général Laurent, que l'on trouve un espoir éclatant. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un homme, mais un miroir tendu à notre société, nous interrogeant sur notre capacité à juger équitablement et à protéger ceux qui servent la nation. La leçon que je tire de cette histoire est double. D'abord, la persévérance face à l'injustice est une force puissante. Antoine, malgré l'humiliation et l'isolement, a gardé la tête haute, soutenu par sa discipline militaire et sa foi en la justice. Dans nos vies, face aux épreuves, qu'il s'agisse de discrimination, de malentendus ou de défis personnels, nous devons cultiver cette résilience, en nous appuyant sur nos valeurs et nos proches. Ensuite, la solidarité est une arme redoutable.
Sans Claire, Julien, Sophie et Laurent, Antoine aurait pu être broyé par le système. Cela nous enseigne l'importance de soutenir ceux qui souffrent d'injustice, que ce soit par un mot, une action ou une écoute attentive. En France, où la devise « liberté, égalité, fraternité » guide nos idéaux, nous devons nous engager à défendre ceux qui, comme Antoine, sont injustement accusés ou marginalisés. Si cette histoire vous a touché, si vous croyez en la justice et dans l'honneur, montrez votre soutien. Cliquez sur j'aime. Partagez cette vidéo pour que le message d'Antoine atteigne chaque coin de France et au-delà. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres récits inspirants qui célèbrent le courage et la vérité. Et surtout, laissez un commentaire ci-dessous. Partagez vos pensées, vos expériences, ou dites-nous d'où vous regardez. Ensemble, faisons entendre la voix de la justice.